si je dois résumer une somme de bientôt 40 ans à réfléchir sur la chanson, ça tiendrait en une petite phrase, celle que j'ai donnée dans un de mes bouquins, celui qui s'appelle Chanson, l'art de fixer l'air du temps. C'est une définition de la chanson tout simplement comme un air fixé par des paroles. C'est tout simple, un air fixé par des paroles, avec comme seconde définition nécessaire, qu'est-ce que ça serait qu'un air? Ça serait une ligne mélodique facile à mémoriser et donc à propager. Définition, donc un air fixé par des paroles, où même l'ordre des mots est réfléchi, parce que ça nous dit que la chanson, on la reçoit d'abord physiologiquement. Cet air, c'est quelque chose de matérialisable, ça nous rentre dans le corps, cette ligne mélodique, c'est sensoriel. Et dans un deuxième temps seulement, même si ça peut se faire quasi simultanément, les paroles arrivent jusqu'à notre capacité de compréhension, et ce sont les paroles qui vont, pour le coup, fixer un potentiel sens à cet air qui, en soi, est un pur signifiant. Voilà. Et vont l'orienter comme un potentiel signifié, dialoguant avec ce signifiant. Signifié qui a lui-même comme support un signifiant, parce que les paroles sont aussi des signifiants, bien entendu. Donc là, ça commence à devenir complexe. S'y ajoute le corps et toute la physiologie de l'interprète, son corps vocal bien entendu, et puis les conditions de réception qui vont jusqu'à la subjectivité et l'identité de chacun des récepteurs. Donc ça fait que ensuite cette chanson, elle est forcément complexe dans ce qui nous parvient et différente pour chacun d'entre nous, puisqu'encore une fois, elle va d'un corps à un autre corps. Ça, c'est, j'allais dire, c'est le bilan métachansonnier d'un vieil essayiste sur la chanson. C'est donc ça que j'aurais eu à vous dire si j'avais pas eu comme cahier des charges cette métachanson, puisque le propos aujourd'hui va être de voir dans un corpus donné comment certaines chansons peuvent parler de la chanson telle que je viens de vous la définir. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est la façon dont justement les chansons peuvent arriver à décaler le rapport entre l'air et les paroles. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à des chansons qui semblent énoncer, par le biais de la métachansonicité, par ce biais-là, une métachanson semble énoncer une nostalgie. Et quand je dis semble énoncer une nostalgie, je suis déjà en train de vous dire que je ne suis pas sûr que cette nostalgie soit si nostalgique que ça dans les effets réels des chansons en question. Et donc je vais commencer, enfin je vais déjà vous dire le noyau de ce corpus, c'est les chansons multiples et feuilles mortes. C'est-à-dire une chanson qui nous dit qu'on écoute une chanson nous parler d'un temps révolu et d'amour révolu. Alors, dans ce corpus, dont le modèle est la plus ancienne, mais c'est pas par elle que je vais commencer, les feuilles mortes, figurent aussi bien des chansons d'artistes considérés comme fréquentables par le monde de la poéticité, je pense à Gainsbourg avec la Javanaise, aux avatars des feuilles mortes, puisque Gainsbourg a écrit également la chanson de Prévert, entre autres. Voilà. Mais je mets aussi dans ce corpus des chansons peut-être moins fréquentables pour la bonne société, parce que ce sont des tubes
populaire et néanmoins fort réussi. Et j'en aurai deux pour encadrer mon propos. Je commencerai par Claude François, avec C'est la même chanson, et je finirai avec L'été indien, de Jodassin. L'été indien, voilà. Donc, de L'été indien à C'est la même chanson, me semble-t-il, se joue la même chose que dans La Javanaise et Les feuilles mortes, l'énonciation verbale d'un « c'est fini », c'était bien, mais c'est fini. Voilà. Ça, ce sont les paroles. C'est ce qui semble fixé, c'est ce qui semble énoncé par, alors, vous n'êtes pas forcément familier du terme, celui que j'appelle le canteur. Le canteur, c'est l'équivalent du narrateur en chanson, celui qui dit « je », et que je distingue du chanteur. Et là, ça va être fondamental aujourd'hui, cette distinction entre le chanteur et le canteur. Le chanteur prête son corps, sa voix, toute sa physiologie, et il incarne un canteur différent à chaque chanson. Donc il peut y avoir un décalage entre le chanteur et le canteur, évidemment. Même si il y a également un pacte de sincérité qui fait qu'on a toujours l'impression que le chanteur nous parle en totale impudeur et en totale transparence de ce qu'il est en train de ressentir au moment où il chante. Tout le monde connaît le paradoxe du comédien, il s'applique aussi au chanteur, bien entendu. Puisqu'il a été question ces dernières semaines à différents titres d'un certain Johnny Hallyday, je vous rappelle qu'il a chanté Laura, dont il est également question ces derniers temps. Il l'a chanté donc sur des paroles qui ne sont pas de lui, puisqu'elles ne sont quasiment jamais de lui, elles sont de Jean-Jacques Goldman. Il a chanté Un petit bébé, et l'actualité récente fait voir que ce petit bébé a 34 ans et ne se comporte pas exactement comme dans la chanson. Pour autant, Johnny Hallyday a pu chanter cette chanson alors que sa fille était adulte. C'est la même chose si vous prenez Cécile du Figaro. Je prends des exemples manifestement inspirés par la biographie et en même temps manifestement, quelle que soit la volonté de sincérité, structurellement décalés. Donc ça, c'est une façon de vous dire que nécessairement, chanteur et canteur, que ça soit flagrant ou pas, sont à distinguer. C'est très amusant quand Brel chante des chansons d'amour, du type « Ne me quitte pas », vous avez des dames qui surgissent pour dire « c'est moi qui lui ai inspiré cette chanson ». Et donc c'est supposé être autobiographique. Par contre, personne ne vient imaginer que c'est autobiographique quand il chante les bonbons. Vous voyez, ça fait rigoler. Bon. Pourquoi l'une serait plus autobiographique que l'autre? Pourquoi? Voilà. Donc, c'est ce que j'ai d'une formule résumée en appelant ça la posture de l'imposture. La posture de l'imposture, c'est que, effectivement, le chanteur, s'il est efficace, doit nous faire croire qu'on est dans une transparence totale, autobiographique, et que la sincérité de l'instant est la seule vérité. Imposture, puisque je viens de vous montrer comment, dans des cas évidemment patents, mais dans des cas moins patents, il y a toujours décalage. Bon. Ce qui va m'intéresser, c'est la façon dont le canteur semble accepter la fin d'un amour, alors que le chanteur nous propose une jouissance perpétuée. Et donc, la métachanson, elle va être assez vertigineuse dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il va être question, dans toutes les chansons de mon corpus, de chansons évoquées par les paroles, dont on ne sait pas s'il y a réellement identité avec la chanson qu'on est en train d'entendre. Prenez Les feuilles mortes. Est-ce que Les feuilles mortes,
c'est la chanson signée par Prévert et Cosma? Ou est-ce que c'est le La 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 c'est une chanson qui nous ressemble? La chanson qui nous ressemble, est-ce que c'est les feuilles mortes ou est-ce que c'est simplement ce qu'on va fredonner? Ce décalage-là est l'objet de ma réflexion d'hier. La façon dont des paroles de chansons semblent parler du tout en évoquant en même temps simplement une partie. Les spécialistes de rhétorique ont vu que je vais avoir ici une interrogation sur la synecdoque. Voilà. Mais donc, vous comprenez pourquoi je suis parti de cette définition, un air fixé par des paroles. Tout va se jouer dans la façon dont cet air est interprété et dont il dialogue avec ces paroles. Et je vais donc commencer par d'abord un extrait d'une chanson qu'on écoutera ensuite en entier, mais un extrait que je prends 1 minute 42, même dansé dans cette émission télévisée, et des paroles qui nous disent quoi? Toutes ces choses, j'ai voulu te les dire, on est passé, l'expression d'une impossibilité, ou en tout cas d'une difficulté, j'ai voulu te les dire pour que tu saches combien tu m'as rendu heureux. Bien sûr, j'ai souffert, j'ai même cru en mourir, mais ça valait la peine, c'était merveilleux. On dansait sur cette musique, on a fait l'amour sur cette musique. Cet extrait me paraît intéressant pour commencer la réflexion parce qu'il nous confronte à l'enjeu de la métachanson dans mon corpus, avec cette structure énonciative d'un décalage temporel et émotionnel. En cette fin de chanson, l'énonciation accepte certes un présent malheureux, mais le nourrit d'un passé merveilleux. Mais ça valait la peine, c'était merveilleux. Et donc, je repère ici un statut tout à fait ambigu pour la chanson. Est-ce qu'il s'agit du tout organique que j'ai analysé dans mes écrits, donc relation entre texte, musique et interprétation, ou simplement d'une musique? Ce qu'il dit, on dansait sur cette musique, on a fait l'amour sur cette musique. Le merveilleux est incarné ici par la dimension musicale, et donc, quand il dit c'est la même chanson après le refrain, désigne-t-il ce canteur l'ensemble de la chanson, ou simplement la musique qu'il vient d'évoquer? Et donc, pas la chanson que nous sommes... C'est pas chez moi. Il y a quelqu'un qui... Du fait que, ici, la musique correspond à une chanson préexistante. Comme très souvent, Claude François a procédé à une adaptation d'un tube plus ancien, en l'occurrence une chanson qui s'appelle It's the Same Sad Song, donc tube en anglais, qui a été créé parallèlement par les Suprêmes et par The Top 4. The Four Top, je sais pas. Donc, le morceau datait de 65. Donc, du point de vue référentiel, il est tout à fait imaginable que la chanson à laquelle il est fait référence a bien des paroles, mais pas celles de Claude François, c'est-à-dire la chanson en anglais. On a dansé sur cette chanson et il parle de la musique. Voilà. Donc, c'est référentiellement acceptable. Mais néanmoins, ça ne correspond pas à cette chanson que nous sommes en train d'écouter. Puisqu'il fait comme si ces paroles, qui sont pourtant interprétées par le chanteur sur la musique de la dite chanson, comme si ces paroles n'appartenaient pas à la chanson que nous sommes en train d'écouter. On est de toute façon face à une dissociation assez vertigineuse. Voilà. Donc, ce décalage étant bien posé, avec cette tension entre le merveilleux du passé et
la nostalgie supposée dans l'énonciation présente, le vertige étant bien, j'espère, problématisé, je vous propose maintenant d'écouter la chanson en entier. Si vous avez bien suivi, oui, ces mots-là et un peu de musique, et c'est la chanson que tout le monde peut chanter un soir. Donc la définition propose la rencontre entre mots et musique, mais en même temps les dissocie, hein, on l'a vu, on dansait sur cette musique, etc. Donc il y a à la fois la rencontre et la dissociation dans une formulation qui en français est bien plus complexe que la version originale en anglais. Hein. La version originale en anglais, je me suis amusé à comparer les paroles, il y en a certaines qui jouent la même chose, hein, mais bon, le refrain c'est « Now it's the same old song, but with a different meaning since you've been gone ». Bon. Donc, c'est pas sémantiquement très différent, hein, avec quand même same old song, donc l'idée de nostalgie étant un peu plus soulignée, mais ce qui est frappant, c'est qu'en anglais, il n'y a que de la nostalgie, puisque à un moment va être évoqué le souvenir des paroles de cette chanson, hein, keep hearing the part that used to touch our heart, saying together forever, breaking up never. Donc ce souvenir de la partie de la chanson qui touchait notre cœur en disant ensemble pour toujours, nous séparons, breaking up never, jamais de fin, jamais de séparation. Bon. Donc ça n'est un souvenir que celui de l'évocation d'un amour éternel. Alors au lieu de ce sentiment de nostalgie douloureuse qui règne dans la chanson anglaise, la chanson française, et c'est pour ça que j'ai commencé par là, insiste sur le merveilleux du passé pour mieux le renouveler en quelque sorte. Cette actualisation du merveilleux, hein, ça valait la peine, c'était merveilleux, fait que le sentiment énoncé par la chanson de Claude François n'est pas simplement de la nostalgie. Ça valait la peine, c'est autre chose. On en profite encore maintenant. Ça reste un sentiment toujours positif. C'est faire persister la réalité dans le présent de la chanson, une chanson qui donc a son autonomie, comme si les paroles n'en étaient qu'un commentaire extérieur. Du coup, dans cette analyse de la méta-chanson, hein, la chanson devient une danse interprétée au présent par le chanteur, et en plus c'est valable quand il se présente avec ses Claudettes, hein, qui fait ainsi un pont ininterrompu avec l'évocation de la danse à deux, des amoureux qui dansaient avant, qui même faisaient l'amour sur cette musique. Donc la chanson évoquée par « c'est la même chanson », formule qui elle-même pose problème en soi, évidemment, hein, c'est surtout une musique, un air, une manifestation sensible et propageable de vitalité infinie, par-delà la fin d'un amour. Et donc la formule vivante de cette tension en acte, c'est l'adaptation, non pas la traduction, l'adaptation dans la version française de ce Saying Together Forever, Breaking Up Never, donc de la nostalgie anglaise. Hein. En français, c'est on s'aimait pour toujours, mais ça c'était hier. Cette brutalité, hein, du choc temporel, on s'aimait pour toujours, mais ça c'était hier, vient mettre de l'ironie dans le pour toujours. Puisque pour toujours, par définition, suppose logiquement qu'il n'y ait pas de différence entre hier et aujourd'hui. Dire c'était hier instaure une distance d'ironie, hein, face à ce on s'aimait pour toujours. Alors que la position purement nostalgique de la version anglaise, hein, donc sans distance, et juste on se souvient de cette partie qui parlait d'amour éternel. Hein, voilà. Mais ça c'était hier, crée la différence. Et donc embraye sur la formule refrain, oui c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là.
Et donc, comment est-ce que ça peut être la même chanson avec cette différence en même temps? Parce que s'il y a une différence, c'est logiquement pas la même chanson. Surtout que les paroles énoncent cette différence. Donc, c'est le même air, mais est-ce la même chanson? Voilà. À partir du moment où on énonce une différence, on n'est plus dans le même. Ça me semble assez logique. Ce qui fait que cette chanson n'est pas vraiment nostalgique, alors que la situation sentimentale s'y prêterait. Il y a une différence narrative, tu n'es plus là, avec les premières écoutes amoureuses de la chanson. Mais le régime amoureux est suspendu, mais il y a aussi ce que j'ai, évidemment, par clin d'œil avec Derrida, appelé, vous l'avez vu dans le titre, même s'il n'y a pas eu d'affiche, de la différence, écrit avec AIR. Donc la différence, c'est que l'air reste le même, y compris lorsque les conditions de réception, seul ou à deux, changent radicalement. Donc l'air est le même, on se retrouve dans des conditions qui sont celles de la chanson d'avant l'ère de l'enregistrement, celles où on avait des timbres et on pouvait changer des paroles allègrement, souvent pour critiquer un pouvoir politique, ou pour reprendre une idée. Voilà. Là, la version originale anglophone sert de point d'appui, de référence à une énergie chorégraphique, à une symbolique amoureuse, mais en considérant que la chanson dont il est question n'est pas la chanson qu'on est en train d'écouter. Puisque la chanson qu'on est en train d'écouter n'est plus simplement cet air à danser, c'est aussi son commentaire. Voilà. Alors, ce dispositif correspond à quelque chose que j'ai souvent analysé, donc je vais passer assez rapidement, je vous renvoie, mais je vais quand même vous le résumer évidemment, mais je vous renvoie entre autres donc, au bouquin Orange, dans lequel j'en ai pas mal parlé, c'est le mécanisme de la javanaise. Donc comme a priori, il n'y a que Stéphane qui a dû m'entendre déjà en parler. Oui, et en plus il a Alzheimer, donc c'est pas grave. Donc, on peut dire que c'est toujours un plaisir de réécouter l'analyse que j'ai lue. Voilà, donc, elle est au tout début. Oui, elle est vers le début. Voilà. Donc l'idée de la javanaise, c'est que c'est une chanson donc, de Gainsbourg qui évoque une danse. Parce que javanaise, ça ressemble à la Java, même si la musique de la javanaise est tout sauf une Java. Ça n'est pas non plus une danse de l'île de Java, du type d'une balinaise ou je ne sais quoi. Et il n'y a pas de référence à une femme de Java dans la chanson. Alors pourquoi la javanaise? Pourquoi la javanaise? Parce que les gens de ma génération, et c'est tout le code qu'il y a dans le titre, se souviennent d'une forme d'argot qu'on appelait le javanais. Parler le javanais, c'est glisser la syllabe ave à l'intérieur de chaque syllabe. Pour dire je vous aime, ça donne j'aveu, va-vous, avez, m'aveu. C'est très facile de parler javanais. Dorénavant, vous êtes tous bilingues. Et donc, la javanaise de Gainsbourg est une chanson qui, sur le même dispositif que c'est la même chanson, semble admettre la fin d'un amour. Nous nous aimions le temps d'une chanson, mais en réalité, et en affichant le code de décryptage dans le titre, suggère en même temps « je vous aime toujours ». Parce que « j'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour », c'est un jeu, c'est pas exactement « je vous aime » en javanais, mais quasiment. Et toute la chanson est basée sur la récurrence de la syllabe, enfin du phonème « ave » au sein de la chanson.
vous avez une paronomase permanente, hein, avec cette récurrence de have, pour créer un système de variation en je vous aime, sans le dire, puisque c'est codé. Donc, autrement que le merveilleux danser de C'est la même chanson, ici avec le cryptage linguistique, mais d'un argot affiché, et masqué sous une fausse danse, parce que la javanaise, ça n'a jamais existé, sauf dans la chanson. Donc référence à une javanaise qui est une danse qui n'existe pas, mais javanais comme code de décryptage d'un message masqué. Je fais semblant d'admettre la fin de notre amour, nous nous aimions le temps d'une chanson, je fais celui qui est détaché. En réalité, le temps d'une chanson, j'ai trouvé un moyen de dire « je vous aime encore ». Vous voyez? Donc, la méta-chanson, dans mon corpus, hein, il y a plein d'autres façons de faire de la méta-chanson, bien entendu, hein, c'est jouer sur ce système des temporalités et permettre donc au duo chanteur-canteur de créer ce décalage où la jouissance que permet le chanteur vient subvertir l'apparente acceptation douloureuse du canteur. Donc, ce que j'essaie de vous faire entendre ici, c'est comment la méta-chanson, dans ces cas-là, hein, joue, hein, d'un décalage entre le plaisir que nous pouvons avoir à réception, et qui est le plaisir qui passe par le corps et la voix du chanteur et par la musique, hein, cette sensorialité, danse tonique, c'est la même chanson, danse plus voluptueuse, plus langoureuse, d'un slow, hein, pour la javanaise, hein, mais donc cette sensorialité qui vient nier en réalité le message affiché par les seules paroles. Voilà. Et donc l'ensemble de la chanson, c'est cette ambiguïté. C'est le et en même temps, formule à la mode, d'une nostalgie traversée, subvertie par un je dépasse la nostalgie, le temps de la chanson. Et donc je jouis à nouveau tout en semblant admettre que la jouissance est finie. C'est contretemps permanent. Donc on va réécouter le début de la javanaise pour que vous, jusqu'au refrain, vous compreniez bien ce système. Paroles qui sont finalement, qui s'auto-court-circuitent, hein, selon un processus d'effacement du canteur, pour mieux affirmer paradoxalement sa subjectivité, ses sentiments propres, et donc son individualité face à la divergence d'écoute. L'interlocutrice évoquée dans C'est la même chanson, pour sa part, a entendu et aimé la chanson, mais n'est plus présente au moment de l'interprétation actuelle. Il y a un effet de présence-absence des sentiments, des sujets d'énonciation et de réception, face à une permanence qui est la permanence d'un air, de sa matérialité sensible, à la fois cruelle, envoûtante, délectable et peut-être jouissive, entre masochisme et sublimation. Ce qui m'amène aux feuilles mortes. Parce que cette matérialité sensible, lui, sur lequel Trenet construit toute une chanson qu'il appelle l'âme des poètes, et lorsqu'ils chantent, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Peut-être pas la peine que je vous fasse l'âme des poètes. Allez, l'âme des poètes. Des paroles sur un air facile à fredonner, quelles que soient les paroles. Et comme dans C'est la même chanson, l'air peut se propager indépendamment des mots qu'il commente, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que la chanson de Claude François, je rappelle, est une adaptation en français d'un titre populaire en anglais. Voilà. Donc une musique avec d'autres mots. Pour les feuilles mortes, l'effet de rengaine se manifeste aussi dans le la 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 qui est fredonné au final
de certaines versions. Je vais juste vous faire écouter 3 versions de mon temps. C'est pour ça que j'ai besoin de temps. 3 versions, j'allais dire la voix parlée de Jodassin, selon une structure qui n'est pas sans rappeler celle que va utiliser Montand pour les feuilles mortes, mais en l'occurrence le parler de Montand dans les feuilles mortes est postérieur à la chanson de Dassin. Il faudrait voir, et je n'ai pas fait l'enquête, s'il y en a qui s'intéressent, s'il y a des enregistrements de Montand en parler avant l'été indien. Je ne suis pas sûr. Maintenant, il est possible qu'il l'ait fait quand même dans les années 60. Hein, donc, voilà. En tout cas, il y a un dialogue entre les 2 tubes, puisque la voix parlée de Jodassin, avant le fait que la ligne de chant se fasse entendre, va permettre d'exprimer un bonheur encore présent, d'entrée de jeu, peut-être à l'insu du canteur, mais en tout cas à la vérité du chanteur, puisque le premier verbe utilisé par la chanson, c'est « tu sais ». Tu sais. On n'est pas dans un passé, on est dans un présent. Une façon de s'adresser à l'autre, on adresse au présent. Et tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Bon. C'est ce bonheur, bien entendu, que la chanson veut rejouer, tout en semblant constater sa disparition. L'efficacité du discours tenu par la chanson va consister dans une subtile et inéluctable distorsion temporelle à laquelle l'auditeur ne saurait échapper, mais que je vais vous commenter après avoir écouté la chanson de Claude François, parce qu'il arrive qu'il y ait des formules remarquables chez Claude François. Hein. On s'aimait pour toujours, mais ça c'était hier, qui est quand même remarquable d'efficacité. Lorsque la distorsion temporelle se met en place dans les mots de Claude Lemel chantés par Jodassin, enfin chantés, dit en l'occurrence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Donc là, on est dans une évocation d'un point temporel du passé. Il ajoute, il y a 1 an, il y a 1 siècle, il y a une éternité. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a d'abord on a une dynamique générale d'élargissement de la focale temporelle. D'abord le présent du « je me souviens », qui est le présent à la fois du canteur et du chanteur, toujours en voix parlée, le chanteur étant commentateur d'une chanson à venir, comme Claude François ou Montand dans les chansons qu'on a déjà vues. Ce présent se déplace alors vers un simple point du passé, un matin, puis en décale aussitôt la place du temps objectif au temps subjectif, il y a 1 an, il y a 1 siècle, il y a une éternité. Le temps de la chanson se joue dès lors du temps du récit, puisqu'on atteint à la temporalité universelle de l'éternité, ce temps qui n'en est plus un, sinon un absolu, celui de l'avant, en l'occurrence, sans autre contenu que d'être supposé radicalement coupé du présent. Sauf qu'alors, après ce « il y a 1 an, il y a 1 siècle, il y a une éternité », toujours parlé, s'élève enfin la ligne mélodique, le chant du refrain, et que ce présent du constat apparemment mélancolique, il y a 1 an, etc., présent qui semblait désespéré, rebondit, cette fois dans la célébration d'un futur où l'éternité ressurgit. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Donc, cette fois-ci, l'éternité prend la forme de toute la vie, qui fait miroir avec le passé supposé révolu, où il était question d'une éternité qui en même temps était interrompue, puisque on était supposé s'aimer pour toujours, et finalement, c'était il y a 1 an, et c'était déjà il y a une éternité, et en même temps, cette éternité, elle ressurgit, elle subvertit l'apparent constat d'acceptation du fait qu'il y a 1 an, c'était une éternité, en disant non, finalement, l'éternité, on peut continuer
à la prolonger, à la propager, en même temps qu'on va fredonner le refrain. C'est pour ça qu'il y a la présence du chant, tout d'un coup. C'est l'efficacité de l'air qui donne consistance, qui donne crédit à la possibilité d'une éternité conjuguée dans ce futur déjà actualisé en quelque sorte. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Donc du coup, le passé est complètement ressuscité par la dynamique du refrain qui va célébrer donc ce futur où l'éternité ressurgit, pour le dérouler éternellement dans la jouissance de ce chant-refrain. L'air se propage, c'est celui qu'on va fredonner tout l'été 75, même bien au-delà, en dansant sur ce slow, en reprenant à deux, couple formé ou se formant par l'effet de la danse, ces paroles qui conjurent l'échec prétendument accepté. Le matin du passé est alors balayé par le souffle, le courant d'air fredonné, repris d'un futur en trompe la mort. Quand bien même l'histoire du couple de la narration semble avoir aboli la pertinence des serments échangés, l'énonciation de ces serments perdure. Elle est vraie, elle est vérifiable, elle est sensible parce qu'elle est portée par cet air qui, lui, ne peut s'effacer. Cet air s'installe à dessein dans les oreilles et dans les mémoires des auditeurs. La chanson est un tube parce qu'elle réussit à donner la preuve de ce qu'elle affirme. Son refrain résiste efficacement à toute tentative d'effacement. Désolé pour vous, vous allez l'avoir pour tout le monde. Son futur est performatif et Jodassin chante encore avec cet enregistrement par-delà sa propre mort physique en 80. Le second couplet, à nouveau parlé, va conforter cette efficacité sonore. Il conjugue les effets. Il y a un redoublement, je peux vous remettre un petit bout pour le plaisir, et envoûtante de la présence de l'absente. Le public aurait rajouté de la... Je vous remercie. Parce que c'est ça la danse, ou la mise en scène d'une façon ou d'une autre de la sensualité vocale du chanteur, permet au canteur et au public de jouir sensoriellement d'un moment agréable qu'on a même plutôt envie de faire durer. On voit très souvent donc, ces effets de notre durée également, de notre tenue dans le chant. Donc quelque chose qu'il s'agit de faire durer, c'est agréable, et qui va donc à l'encontre de la seule thématique textuelle d'une disparition. Si on était dans la disparition, et si on était dans un masochisme, mais il n'y a pas de masochisme là, il y a réellement, c'est pas plaisir, parce que c'est plus complexe, c'est jouissance. Jouissance à ressusciter quelque chose de plaisant, nourri par l'évocation de l'absente. Alors, c'est pas juste l'amour. L'absente est peut-être un prétexte, elle n'est pas réellement là. C'est la même chanson, mais toi tu n'es plus là. N'empêche que dans chaque cas, il y a un dispositif qui permet de s'adresser à elle au présent. Et donc, elle est présente en tant qu'auditrice, jouissant aussi potentiellement de la forme de la chanson. Donc, à mon sens, ce n'est pas juste l'amour, c'est l'érotique d'une présence-absence. Et là, ça devient du Barthes. Voilà, mais c'est plutôt ça. C'est pas un hologramme, hein, c'est pas le retour de la présence, hein, c'est l'érotique de la présence-absence. Et le fait que, par exemple, cette érotisation puisse être relayée aussi par une trompette, hein, montre bien que c'est un plaisir de substitution, c'est pas la femme qui revient. Hein. Mais néanmoins, il y a l'organisation d'une érotique. Et d'une érotique en acte. Il y a des danses, il y a des fredonnements, voilà. Hein. On est dans une économie de la jouissance esthétique. Mise en acte, mise en œuvre, et qu'il s'agit de faire durer. Et donc, faire durer quelque chose de plaisant,
ça n'a rien à voir avec la position romantique de la nostalgie complaisante. On est dans une toute autre structure. Donc la méta-chanson, là, elle permet cette jouissance projetée, maîtrisée, le plaisir d'être à côté d'un grand Proustien fait que je ne peux manquer le fait qu'on est ici dans un autre dispositif de temps retrouvé. C'est complètement ça. Il s'agit de pouvoir, sans tasse de thé, sans petite cuillère et sans madeleine, créer un dispositif de jouissance renouvelée et réactualisable à volonté. Voilà. Donc c'est un autre mécanisme, et c'est pas pour rien que le Proustien s'est mis à la chanson, c'est un autre mécanisme, je pense, enfin sans faire ta psychanalyse, de temps retrouvé, un dispositif de temps plaisant retrouvé. Comment recréer de la jouissance à partir d'une structure narrative d'un temps perdu? Mais d'ailleurs, tu disais par rapport à la version des feuilles mortes. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a un véritable nuancier, je crois. C'est-à-dire que le canteur est plus canteur quand il dit « je », et il se rapprocherait de la figure du chanteur quand il dit « nous », parce que dans ce cas-là, ou quand il dit « on », la plasticité référentielle de ces pronoms « on » et « nous », qui est extraordinaire, fait qu'à la limite, c'est plus de la petite histoire du canteur dont il est question, c'est déjà finalement une projection où le public peut se retrouver. Alors, je suis totalement d'accord avec la conclusion à laquelle tu arrives, mais paradoxalement, je l'attribuerais à un déplacement des rôles du canteur et du chanteur inversé. C'est-à-dire qu'à mon sens, le jeu parler des couplets affiche le chanteur dans une position où il met en avant sa fonction de narrateur, sa physiologie, sa voix. Il est présent hors musique. Il est dans la présence du chanteur. C'est Jodassin qu'on ressent. Et effectivement, le « on » permet la dispersion de Jodassin dans une universalité qui est là, celle du coup du canteur acceptant l'effacement de ses sentiments pour la jouissance par la ruse. La stratégie de la javanaise. Voilà. Nous aimions le temps d'une chanson, mais pendant ce temps-là, je dis je vous aime. Voilà. Donc, à mon sens, voilà. Mais je suis tout à fait d'accord sur la Parce que si tu veux, il y a aussi je trouve ça intéressant quand on s'intéresse justement aux référents des pronoms. Quand Claude François, pour le coup, ont dansé sur cette musique. Bon, on a quand même l'impression, on a l'impression que c'est ce qui appartient finalement au récit qui est fait. Donc moi je le mettais plutôt du côté du canteur. Et là, tout à fait. Oui. Voilà. Alors qu'il est dans une situation commentative et donc qui se rapprocherait de celle du chanteur quand il dit oui, c'est la chanson que tout le monde peut. Je sais plus, j'ai plus noté. C'est la chanson que tout le monde peut chanter un soir. Oui, c'est la chanson que tout le monde peut chanter un soir. Ouais. Ça, tu l'attribues disons que je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a des... quand on emploie en français le pronom on ou le pronom nous, c'est des pronoms qui sont très polyréférentiels. Ça va de on, vous et moi, ça va de on, Stéphane et moi contre vous. Voilà, on, ça peut être je, on, ça peut être n'importe qui, mais pas moi. Bon, voilà, on a encore augmenté les impôts. Bon,
Et, ou bien alors c'est le on de alors qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, ma petite dame. Bon, voilà, c'est le on du boucher à sa cliente, si je puis dire. Bon. Donc il y a une très très grande plasticité référentielle et qui est un peu finalement à l'image de la plasticité de la chanson. Alors de la chanson et du chanteur. Sauf que, alors, je ne peux qu'abonder dans ton sens, sauf sur l'été indien, où effectivement les conditions de l'interprétation font que l'utilisation du on, de façon plastique, va dans l'autre sens, à savoir que ce on intervient au moment où le chanteur se conjoint avec le cœur féminin. Donc, où le chanteur est dissous. Ça va dans ce sens-là, mais bon, il n'est plus seulement le chanteur. Hein, il est parti d'un tout qu'il dépasse. Alors qu'il est pleinement en avant, en coryphée, hein, dans ce jeu parlé des couplets. C'est Jodassin dans toute sa présence et sa force de séduction. Voilà, hein, ou en même temps ses figures. Donc Jodassin dans la posture de l'imposture. Alors que dans le refrain, c'est plus un chanteur, c'est un chant. C'est une chanson. Voilà. C'est plutôt ça que je verrais dans le... et donc, la distinction chanteur-canteur, c'est pas forcément sur ce terrain couplet-refrain qu'elle se jouerait ici. Mais bon, c'est pour ça que l'opposition en anglais, je pense, ce décalage interne à la chanson. Bon, mais ça, c'est une oreille personnelle.